Montée terrible de la délinquance aujourd'hui. Il faut d'abord se dire que l'insécurité, ce n'est pas qu'une question de moyens, justement. Les moyens, c'est intéressant dans le débat, mais c'est pas là le sujet. Le sujet, quand on regarde l'historique de l'insécurité en France et dans toutes les sociétés occidentales, c'est la perte du sacré et la perte de la figure d'autorité. C'est ce que Marcel Gauchet appelle le désenchantement du monde, à partir du moment où, en mai 68, on casse la figure du général de Gaulle et qu'on casse la figure d'autorité. Et ensuite, après, toute la société française se désagrège, mais sur le même modèle que les autres sociétés occidentales. Or, on voit que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Des pays comme, évidemment, les pays du Sud global notamment, arrivent à mieux contrôler leur sécurité. Et lorsqu'ils font leur discours, ils disent l'Europe et les États-Unis sont des pays qui sont laxistes en termes de lutte contre l'insécurité. Donc quand on prend ces phénomènes-là, ensuite vous ajoutez à cela une société occidentale qui est moins homogène de par l'immigration massive qu'il y a eu depuis les années 60 en France, ou dans d'autres pays européens depuis les années 80, je pense notamment à l'Italie, par exemple, ou à l'Espagne. On a ce double phénomène. Et donc, en fait, le logiciel macroniste, aujourd'hui, est-ce qu'il répond réellement? C'est pour ça que vous posez la question à Michel en 2017. Est-ce que l'insécurité en 2017 est liée en fait, à Emmanuel Macron depuis 2017? Est-ce que Emmanuel Macron répond aux deux problématiques que je viens de vous énoncer? Sur la société moins homogène, il n'a pas réussi à réparer le pays et il y a toujours quasiment 1 million de clandestins sur le sol français. Et sur le deuxième point qui est la figure d'autorité, il n'y a pas eu de choc d'autorité puisque le logiciel du président de la République, c'est de penser qu'en limitant, en réduisant la pauvreté, il allait réduire l'insécurité. Alors cette autre activité. Alors, en France, on a vraiment l'habitude toujours de faire le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de brider les libertés de mobilité, les libertés de circuler des gens, l'État est très fort pour le faire. Et notamment, les pouvoirs publics en Île-de-France et notamment à la mairie de Paris sont très facilement capables de porter atteinte à la liberté de circuler des gens, sans pour autant avoir la certitude que cela ne sera pas un fiasco compte tenu du fait que la RATP n'est pas prête, qu'un certain nombre d'opérateurs publics ne sont pas prêts pour pouvoir prendre le relais des différents axes de circulation qui seraient arrêtés. L'autre point, c'est que par contre, en ce qui concerne la préparation et l'organisation de la sécurité des Jeux Olympiques, la sécurité au sens sécurité des délégations et des athlètes, sécurité des infrastructures, sécurité aussi dans la ville de tous les jours à Paris, puisqu'on sait que l'explosion de la délinquance à Paris et l'ensauvagement de la société parisienne va créer un vrai problème et on a tous les jours des touristes qui se font régulièrement agresser dans les rues de Paris. Sur ce point-là, par contre, l'État est en faillite puisqu'on a un certain nombre de retards qui sont, que nous, on observe, on travaille sur cette question-là, notamment de la préparation des Jeux Olympiques, on observe un certain nombre de retards, notamment, dans le personnel recruté. L'État recrute beaucoup de gens venus d'endroits qui sont complètement différents et qui ne sont pas du tout préparés. Aujourd'hui, nous, sur le plateau, on peut candidater pour être agent de sécurité lors des Jeux Olympiques et on sera pris très rapidement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup de compétences pour pouvoir rentrer parce que la mairie de Paris et les organisateurs de Paris sont vraiment dans le rouge à ce niveau-là. Et l'autre point, c'est la question des moyens. Et la question des moyens, là aussi, les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment anticipé la sécurité des Jeux Olympiques. Vous êtes d'accord, Michel Taube, avec... On sent que c'est vraiment tout un logiciel que souhaitent voir évoluer les agriculteurs aujourd'hui. C'est ça le nœud du problème. Ce ne sont pas des mesurettes qui vont répondre à ces inquiétudes. Vous avez tout à fait raison, Olivier. Le problème dont souffre Emmanuel Macron sur la question agricole, c'est le manque de vision. Ce que disent les agriculteurs, c'est la chose la plus simple suivante. C'est on veut un modèle justement productif agricole pour dégager des revenus, pour pouvoir justement vivre dignement de notre travail. Parce que si l'on produit plus de biens agricoles, eh bien on va forcément davantage avoir de revenus et donc on va forcément mieux vivre. Et le problème que posent les agriculteurs, c'est la question du revenu et donc de la dignité au travail. Ça, c'est le premier élément. Sauf que Emmanuel Macron, dans tout ce qu'il a proposé aujourd'hui, les prix planchers, des avances de trésorerie, quelques sujets sur les normes environnementales et sanitaires sur les produits agricoles, ne va pas dans le sens d'augmenter la production. Mais c'est même pire, c'est même le contraire. Les prix planchers, ça va induire un nivellement par le bas des revenus, puisque forcément les prix planchers vont devenir des prix plafonds, parce que quand vous avez un mécanisme de prix qui est fixé comme cela, où l'État dit c'est tel prix plancher, on n'ira pas en dessous, les différents partenaires du monde agricole, donc la grande distribution, etc., vont s'aligner sur le prix le plus bas. Et donc en fait, là, ce qu'organise Emmanuel Macron aujourd'hui, en réalité, c'est la ruine des agriculteurs sur le plan du revenu, et c'est ça le vrai problème, et c'est là que les agriculteurs disent il y a un problème de vision et de doctrine sur la question agricole. Peut-être en un mot, Michel.
Vous avez tout à fait raison, Olivier. Le problème dont souffre Emmanuel Macron sur la question agricole, c'est le manque de vision. Ce que disent les agriculteurs, c'est la chose la plus simple suivante. On veut un modèle justement productif agricole pour dégager des revenus, pour pouvoir justement vivre dignement de notre travail. Parce que si l'on produit plus de biens agricoles, eh bien on va forcément davantage avoir de revenus et donc on va forcément mieux vivre. Et le problème que posent les agriculteurs, c'est la question du revenu et donc de la dignité au travail. Ça, c'est le premier élément. Sauf que Emmanuel Macron, dans tout ce qu'il a proposé aujourd'hui, les prix planchers, des avances de trésorerie, quelques sujets sur les normes environnementales et sanitaires sur les produits agricoles, ne va pas dans le sens d'augmenter la production. Mais c'est même pire, c'est même le contraire. Les prix planchers, ça va induire un nivellement par le bas des revenus, puisque forcément les prix planchers vont devenir des prix plafonds, parce que quand vous avez un mécanisme de prix qui est fixé comme cela, où l'État dit c'est tel prix plancher, on n'ira pas en dessous, les différents partenaires du monde agricole, donc la grande distribution, etc., vont s'aligner sur le prix le plus bas. Et donc en fait, là, ce qu'organise Emmanuel Macron aujourd'hui, en réalité, c'est la ruine des agriculteurs sur le plan du revenu, et c'est ça le vrai problème, et c'est là que les agriculteurs disent il y a un problème de vision et de doctrine sur la question agricole. Peut-être en un mot. La question agricole est véritablement une question qui sont liées aux élections européennes. Et c'est pour ça que là-dessus, quand je vois la liste des candidats, sur ces sujets-là, les agriculteurs disent que toute la gauche est inaudible sur les questions agricoles, puisque de toute façon, le logiciel de la gauche aujourd'hui, tel qu'elle est porté par la NUPES, c'est d'être à la fois sur la décroissance économique et agricole et sur justement l'écologie punitive pour pouvoir punir les agriculteurs. Et c'est pour ça que dans le dernier témoignage, Valentin disait nous, les éleveurs, on ne fait pas de maltraitance animale, parce qu'une partie de la gauche considère que les agriculteurs sont des maltraitants à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est le plus intéressant, c'est les partis dits de droite, on va dire. Et là-dessus, il y a une véritable surenchère politique sur les partis de droite. Parce que de toute façon, les trois partis, que ce soit les Républicains, le Rassemblement national et le Reconquête, sont obligés de gagner des voix. Le RN est obligé d'aller chercher des voix pour pouvoir justement passer le seuil des 30% aux élections européennes, ce qui va donner un socle électoral fort à Marine Le Pen en vue de la présidentielle, du premier tour de la présidentielle, si le RN veut gagner seul. Et puis LR et Reconquête sont dans une survie politique sur la question des européennes et doivent faire plus de 5%. Et donc toutes les voix venant du monde agricole sont bienvenues, puisque le monde agricole, il faut le rappeler, vote principalement à droite. Et incontestablement, c'est un fait d'elle aussi, cette affaire, avec cette jeune fille qui a d'ailleurs porté plainte, on le rappelle. Alors, en effet, ce que l'on voit dans les différents sondages qualitatifs liés à la population musulmane en France, c'est que les jeunes, donc la génération les 18, 24, 25 ans, sont beaucoup plus marqués par les phénomènes d'entrisme liés à la religion islamique que leurs aînés, notamment le fameux sondage où 75% des jeunes de confession musulmane mettent davantage les lois de l'islam devant les lois de la République, contre seulement 35% pour les plus seniors. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui qu'on a sur ce sujet-là, d'autant plus que sur la question du voile, les jeunes aujourd'hui sont aussi marqués par ce qui se passe ailleurs. Et notamment, ils prennent toujours cet exemple de comparaison avec les pays anglo-saxons, où les pays anglo-saxons, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, etc., sont plus tolérants, sont plus libéraux sur ces sujets-là, mais sans comprendre que notre modèle laïque et unitaire français ne peut pas faire d'accommodement. Juste en un mot pour conclure, est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Taube, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale? Doit-elle, selon vous, se rendre sur place? Je pense qu'elle doit se rendre sur place, mais moi je pense qu'aujourd'hui, elle en tout cas, cette ministre-là, n'a pas ne s'est pas suffisamment démarquée sur les sujets liés à l'entrisme islamique à l'école pour être véritablement crédible sur cette question. Et on observera donc si